Jeté dans la boue, un paysan vit sa vie s'effondrer lorsqu'une tempête détruisit tout ce qu'il possédait. Dormant sous les étoiles, avec des larmes de désespoir, il remettait en question son destin. Quand tout semblait perdu, une opportunité surgit, entamant un chemin de transformation. Des profondeurs de la souffrance à la gloire de la reconstruction, cette histoire montrera comment Dieu transforme la boue en or. Préparez-vous pour un voyage émotionnel de foi qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et dites-nous d'où vous regardez. Sur la berge boueuse du Rhône, un homme à genoux contemplait la dévastation. Des larmes coulaient sur son visage marqué par le soleil, se mêlant à la boue qui était autrefois son champ prospère. Le ciel, jadis son allié, s'était transformé en son bourreau. Jean, avec ses mains calleuses qui pendant tant d'années avaient caressé la terre comme on caresse le visage d'une bien-aimée, s'agrippait maintenant à des poignées de limon, voyant s'écouler entre ses doigts non seulement la terre, mais ses rêves et ses espoirs. La tempête de la nuit précédente avait rugi comme un animal féroce, dévorant des années de travail en quelques heures. Il ne s'agissait pas d'une simple tempête, mais de celle que les histoires anciennes nommaient le souffle furieux de Dieu. Le fleuve, normalement doux et généreux, s'était élevé comme un mur d'eau, envahissant tout sur son passage. La maison de pierre et de terre que Jean avait construite de ses propres mains, où chaque pierre racontait une histoire et chaque poutre narrait un sacrifice, n'était plus que ruine détrempée. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi m'as-tu choisi pour cette épreuve? Ces mots étaient avalés par le vent qui soufflait encore, comme si même le droit de se lamenter lui était refusé. Jean avait hérité de cette terre de son père, qu'il avait reçue de son grand-père, dans une lignée qui remontait à des temps que seuls les oliviers centenaires auraient pu témoigner. Chaque génération avait ajouté quelque chose. Un verger, un système d'irrigation, des techniques de culture. C'était plus que de la terre, c'était un héritage vivant, un témoignage de persévérance écrit avec sueur et détermination. Maintenant, ce legs gisait submergé, comme un rêve oublié au réveil. La plantation de blé, qui juste une semaine auparavant ondulait dorée sous le soleil, promettant une récolte abondante, était maintenant couchée dans la boue. Les épis, gonflés et pourrissants, les rares animaux qui avaient survécu erraient confus, leurs yeux révélant une peur primordiale qui faisait écho au propre désarroi de Jean. La grange s'était complètement effondrée, écrasant en son sein les réserves de grains qui auraient assuré la survie pendant l'hiver. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le paysage désolé, Jean sentit le poids de la première nuit sans toit au-dessus de sa tête. Rassemblant les quelques affaires qu'il avait pu sauver, une couverture détrempée, une petite outre d'eau, un sac de dattes séchées qui par miracle était resté en haut d'une étagère, il improvisa un abri précaire sous ce qui restait d'un figuier tordu. Allongé sur la terre humide, comptant les étoiles qui apparaissaient dans le ciel comme des larmes d'argent, Jean laissa le désespoir l'envelopper comme un manteau froid. Son corps épuisé tremblait, non seulement à cause du froid de la nuit, mais à cause des sanglots qui secouaient sa poitrine. C'était un homme réduit à son essence la plus primitive, dépouillé de tout, sauf de sa douleur et de ses questions sans réponse. 7 jours et 7 nuits se passèrent ainsi. 7 aubes qui n'apportaient aucune espérance. 7 couchers de soleil qui ne faisaient qu'approfondir son désespoir. Jean errait sur sa propriété comme un fantôme, fouillant les décombres sans but, parfois criant contre le ciel, d'autres fois agenouillé en silence, le regard vide fixé sur l'horizon. Les voisins les plus proches, également touchés par l'inondation, bien qu'à un degré moindre, lui offrirent de l'aide, mais il refusa d'un geste muet. Comment accepter la charité quand il avait toujours été celui qui pourvoyait? Comment regarder dans les yeux de ceux qu'il avait si souvent secourus et y voir maintenant de la pitié? Au 8e matin, alors que le soleil n'était encore qu'une promesse à l'horizon, Jean se réveilla en sursaut au son lointain de clochettes, de petites clochettes de bronze qui ornaient les harnais des chameaux et des mulets. Se redressant sur les coudes, il vit au loin une caravane qui s'approchait lentement par la route qui longeait le fleuve. C'était une vision inhabituelle à cette époque de l'année, quand les routes commerciales déviaient normalement vers le nord
évitant la chaleur accablante de la vallée. La caravane s'approcha jusqu'à quelques mètres de l'endroit où commençait sa propriété, ou ce qu'il en restait. À la tête du groupe, monté sur un chameau particulièrement imposant, venait un homme d'âge mûr, la peau bronzée tannée par d'innombrables voyages sous le soleil. Sa barbe noire parsemée de fils d'argent encadrait un visage marqué par de profondes rides au coin des yeux, rides de celui qui a souvent souri face à l'adversité. « Les eaux vous ont aussi tout pris, ami », demanda le chef de la caravane d'une voix qui semblait être du sable se déplaçant sur de la pierre. Il y avait de la compassion dans ces mots, mais pas de pitié. Une distinction qui ne passa pas inaperçue auprès de Jean. « Tout ce que j'ai construit en 30 ans de vie », répondit Jean, la voix rauque par le manque d'usage. « Chaque graine plantée, chaque pierre posée, tout n'est plus que boue maintenant. » Le marchand hocha lentement la tête, ses yeux parcourant la désolation environnante. Pendant un instant, il sembla perdu dans des pensées lointaines, peut-être se souvenant de ses propres pertes, peut-être calculant la valeur de ce qu'il voyait devant lui. Finalement, il parla. « Mon nom est Ézéchiel, marchand de graines et d'épices. Nous voyageons vers une cité lointaine d'Orient, où j'ai des acheteurs qui attendent. J'ai besoin d'hommes forts pour aider avec les animaux et la charge. » Il marqua une pause, étudiant Jean attentivement. « Je vous offre du travail jusqu'à ce que nous y arrivions. Nourriture, eau, un endroit pour dormir, et quelques pièces quand nous nous séparerons. Ce n'est pas de la charité, c'est un échange juste de travail contre subsistance. » Jean sentit une lueur de dignité s'allumer en sa poitrine. Ce n'était pas de la charité, c'était du travail. Une façon de s'éloigner de cette vision constante de ruine, une opportunité de gagner assez pour peut-être un jour recommencer. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, méfiant face à ce soudain changement de fortune. Il y a beaucoup d'hommes dans les villages voisins qui seraient plus utiles qu'un paysan qui a perdu jusqu'à sa propre terre. Ézéchiel sourit, révélant des dents étonnamment blanches. Vos mains calleuses parlent de travail acharné. Vos yeux, malgré la douleur, montrent du caractère. Et il gesticula vers les environs. Les hommes qui ont tout perdu ont tendance à valoriser chaque petite opportunité. De plus, ajouta-t-il avec un éclat dans les yeux, je crois que ce n'est pas par hasard que nous avons croisé votre chemin précisément aujourd'hui. Jean hésita. Quitter cette terre, même dévastée, semblait une trahison envers les générations qu'il avait cultivées avant lui. D'un autre côté, rester signifiait dépérir lentement, consumé par la misère et la faim. Combien de temps jusqu'à la cité lointaine d'Orient ? Demanda-t-il finalement. 3 mois, si les dieux des routes nous sont favorables, répondit Ézéchiel. Peut-être plus si nous rencontrons des tempêtes de sable ou des brigands. La vie dans le désert est imprévisible, comme vous le savez bien. 3 mois. Assez de temps pour que la terre commence à sécher, pour que les souvenirs les plus douloureux s'apaisent, pour gagner un peu d'argent et peut-être, juste peut-être, trouver une nouvelle perspective. Jean regarda une dernière fois les restes de sa maison, le champ ruiné, les arbres tordus par la fureur des eaux. Puis, se tournant vers Ézéchiel, il acquiesça silencieusement. Ce même après-midi, avec le soleil au zénith transformant, les flaques de boue en miroir éblouissant, Jean noua son baluchon de quelques affaires. La couverture maintenant sèche, un petit couteau en silex qui avait appartenu à son père, une gourde en cuir et une petite bourse de graines qu'il avait réussi à récupérer de la grange détruite. Des graines ordinaires, rien de spécial, mais un fragment tangible de ce qui avait été sa vie. Alors qu'il aidait à organiser la caravane pour le départ, Jean remarqua quelque chose de particulier. Parmi les diverses charges, il y avait de petits coffrets en bois ornementés, scellés à la cire rouge et protégés par des gardes armés, qui ne s'en éloignaient jamais. Sa curiosité dut être évidente sur son visage, car Ézéchiel s'approcha, parlant à voix basse. « Ce sont des graines rares, mon ami, plus précieuses que l'or pour qui connaît leur vraie valeur. Elles poussent là où d'autres ne survivraient. Pas donne des fruits quand tout autour n'est que désolation. » Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Des graines qui survivent dans la désolation. Il y avait quelque chose dans ces mots qui résonnait en lui, comme s'il parlait non seulement de plantes, mais de quelque chose de plus profond, de plus personnel.
La caravane partit alors que les premières ombres de l'après-midi commençaient à s'allonger. Jean ne regarda pas en arrière, non par indifférence, mais parce qu'il ne supporterait pas de voir sa vie disparaître au camp. Loin. Au lieu de cela, il fixa les yeux sur le chemin devant lui, sur la poussière soulevée par les sabots des animaux, sur le balancement rythmique des charges. Le rythme de la caravane s'imposa bientôt comme une nouvelle réalité. Se réveiller avant l'aube, marcher jusqu'à ce que le soleil soit trop haut, se reposer pendant les heures les plus chaudes, reprendre la route jusqu'au crépuscule, monter le camp, prendre soin des animaux, manger frugalement, dormir sous les étoiles, et tout recommencer le lendemain. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines s'accumulèrent. Le paysage changea graduellement. Les champs humides de la vallée du Rhône firent place à des collines arides, qui à leur tour cédèrent la place à des plaines sèches, et finalement, au véritable désert, avec ses dunes qui changeaient de forme au gré du vent. Jean s'adapta à la vie nomade avec une facilité qui le surprit lui-même. Son corps, déjà habitué au travail acharné de la terre, apprit rapidement les rythmes et les exigences de la caravane. Ézéchiel se révéla un leader juste, bien que rigoureux. La nuit, autour des feux de camp, il partageait des histoires de terres lointaines, de peuples exotiques et de leçons apprises en des décennies de commerce. Jean écoutait avec avidité, absorbant non seulement les histoires, mais la sagesse qui y était implicite. Petit à petit, une amitié prudente commença à se développer entre le marchand expérimenté et le paysan déraciné. 90 jours après avoir quitté les rives du Rhône, la caravane arriva dans un petit village niché entre deux collines sèches. Contrairement aux autres villages par lesquels ils étaient passés, celui-ci semblait particulièrement touché par la rareté de l'eau. Les rares habitants qui sortirent pour observer l'arrivée des voyageurs avaient des regards méfiants et des visages marqués par la privation. Des enfants au ventre gonflé par la malnutrition épiaient derrière les jupes de leur mère, leurs yeux trop grands sur des visages trop petits. Ézéchiel ordonna de monter le camp aux abords du village. « Nous ne resterons pas ici longtemps, » expliqua-t-il à ses hommes. « Il n'y a pas de commerce à faire là où il n'y a rien à offrir en échange. » Cette nuit-là, pendant que la caravane se préparait à dormir, Jean resta éveillé, pensif. Les images du village hantaient ses pensées, surtout celle d'une vieille femme qu'il avait vue portant une jarre vide de retour de la source tarie, son corps courbé non seulement par le poids des années, mais par le fardeau de l'espoir, frustré. Quelque chose dans cette image éveilla en Jean un vieux souvenir. Son grand-père, lui montrant comment trouver de l'eau souterraine, n'utilisant rien d'autre qu'une baguette de coudrier en forme de fourche. « L'eau trouve toujours son chemin vers la surface », disait le vieil homme. Il suffit de savoir écouter son appel. Incapable de dormir, Jean se leva silencieusement et marcha jusqu'aux abords du village. La pleine lune baignait le paysage d'une lumière argentée, révélant des détails que le soleil accablant cachait pendant la journée. Avec des yeux entraînés par des générations d'agriculteurs, Jean observa le terrain, notant de petites différences dans la végétation éparse, le motif des roches, la légère dépression du sol qui pourrait indiquer un ancien lit de rivière. À l'aube, n'ayant pas dormi, Jean chercha Ézéchiel. Le marchand écoutait avec scepticisme tandis que Jean expliquait sa théorie. Il y avait de l'eau sous le village, pas très profonde, mais les habitants ne savaient pas où creuser. Et vous, un étranger arrivé hier, croyez savoir mieux qu'eux, qui vivent ici depuis des générations, questionna Ézéchiel, un sourcil levé en signe d'incrédulité. Parfois, nous avons besoin de nouveaux yeux pour voir ce qui a toujours été devant nous, répondit Jean avec une conviction qui surprit les deux hommes. Donnez-moi 3 hommes, des outils pour creuser, et si j'ai tort, je travaillerai 2 fois plus pour le reste du voyage afin de compenser le temps perdu. Ézéchiel étudia le visage de Jean pendant un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer un texte en langue inconnue. Finalement, il acquiesça brusquement. « Vous avez jusqu'à midi. Après cela, nous partons, avec ou sans eau. » Accompagné par 3 hommes réticents de la caravane, Jean retourna au point qu'il avait identifié la nuit précédente. Utilisant la baguette en forme de higue d'un coudrier, il commença à marcher lentement en cercle de plus en plus large, tenant la
Baguette devant lui avec les paumes tournées vers le haut. Les villageois, initialement méfiants, se rassemblèrent pour observer l'étrange rituel. Il y eut des rires et des commentaires sceptiques, mais Jean resta concentré, ignorant les distractions. Soudain, la baguette sembla prendre vie propre, se tordant violemment vers le bas, échappant presque de ses mains. Jean sourit. C'est ainsi que son grand-père avait décrit la sensation. « Ici », dit-il simplement, marquant l'endroit avec une pierre. « Creusez ici ». Le travail commença immédiatement. Le sol était dur, mais pas impossible à pénétrer. À mesure que le trou s'approfondissait, les villageois se rapprochaient, l'incrédulité initiale cédant la place à une espérance prudente. À midi, quand le soleil était au zénith et qu'Ézéchiel s'approcha pour mettre fin à l'expérience, l'excavation avait déjà atteint près de 2 mètres de profondeur. Jean, couvert de poussière et de sueur, travaillait inlassablement, alternant avec les autres hommes. « Ça suffit, Jean », appela Ézéchiel. « Vous avez tenu parole, il est temps de partir. » À cet instant précis, l'homme qui était au fond du puits poussa un cri. Jean sauta dans l'excavation, s'enfonçant jusqu'aux chevilles dans la boue froide et humide. Il toucha le sol de ses mains tremblantes, sentant l'humidité. Ce n'était pas seulement de l'humidité, c'était de l'eau qui montait, trempant la terre, la transformant en une pâte de plus en plus liquide. « Plus profond », cria Jean, une énergie renouvelée dans sa voix. « Encore un peu !» 1 heure plus tard, quand l'excavation atteignit une profondeur où les hommes devaient être hissés par des cordes, la première goutte d'eau cristalline jaillit du sol, suivie par une autre, et encore une autre, jusqu'à former un flux constant. Les villageois qui étaient restés silencieux jusqu'alors explosèrent en cris de joie et en larmes. Des femmes couraient chercher des jarres vides, des enfants dansaient dans la boue, des hommes criaient des bénédictions pour les étrangers. Ézéchiel, observant la scène les bras croisés sur la poitrine, avait un sourire énigmatique sur les lèvres. Quand Jean émergea finalement du puits, trempé et épuisé, mais avec un éclat de réalisation dans les yeux, le marchand posa une main lourde sur son épaule. « Peut-être y a-t-il plus en vous qu'un simple paysan sans terre, mon ami, » dit-il à voix basse, de sorte que seul Jean put entendre. « Peut-être votre voyage a-t-il un but plus grand que nous ne l'imaginions. » Les villageois insistèrent pour que la caravane reste. S'ensuivit une célébration improvisée, avec le peu qu'ils avaient à partager. Pain plat, olives, un peu de fromage de chèvre, et pour la première fois depuis longtemps, de l'eau fraîche et abondante. Pendant la fête, Jean fut traité en héros, recevant bénédictions et remerciements de tous. Une vieille femme, la même qu'il avait vue portant la jarre vide, tint ses mains entre les siennes, les yeux embués par la cataracte fixant son visage. « Vous avez ramené la vie dans notre village », dit-elle d'une voix tremblante. « Que la vie vous revienne aussi, fils du désert. » Cette nuit-là, pendant que les autres dormaient, Jean s'assit au bord du puits fraîchement creusé, observant les étoiles reflétées à la surface de l'eau, qui continuait de monter. Quelque chose avait changé en lui. Une étincelle s'était allumée là où il n'y avait auparavant que des cendres froides de désespoir. Cette eau jaillissant du sol apparemment stérile était comme une métaphore de sa propre situation. Peut-être, sous la surface désolée de sa vie actuelle, y avait-il des possibilités qu'il ne parvenait pas encore à voir. 3 jours plus. Tard, quand la caravane partit enfin, les villageois formèrent 2 rangées pour les voir passer, offrant de petits cadeaux en signe de remerciement. Une poignée de dattes, des amulettes de protection, une bouteille d'huile d'olive précieuse. Plus important, cependant, fut le cadeau que l'ancien du village remit à Jean. Un parchemin roulé contenant des dessins et des instructions pour un système d'irrigation ancestrale développé par leurs ancêtres pour maximiser l'utilisation de l'eau en terres arides. Cette connaissance a été transmise dans notre famille pendant des générations, expliqua le vieil homme. Nous vous la transmettons maintenant afin que l'eau que vous avez trouvée ne soit jamais gaspillée. Jean reçut le parchemin avec révérence, comprenant la valeur de ce qui lui était confié. Ce n'était pas seulement une méthode d'irrigation. C'était une sagesse distillée à travers des siècles de lutte contre l'aridité, un témoignage de l'ingéniosité humaine face à l'adversité. À mesure qu'il s'éloignait du village, maintenant transformé par la présence de l'eau, Jean remarqua quelque chose de subtil mais indubitable.
Son cœur, qui pendant si longtemps avait été aussi sec que le désert environnant, commençait à abriter un sentiment qu'il ne reconnaissait presque plus, l'espérance. Le voyage continua pendant des semaines, traversant des paysages de plus en plus sévères. La chaleur devenait plus implacable chaque jour. L'air si sec que respirer était comme inhaler du feu. Les animaux de la caravane commencèrent à montrer des signes d'épuisement, leurs pas devenant plus lents, leurs yeux perdant leur éclat. Ézéchiel lui-même, normalement inébranlable, montrait de l'inquiétude tout en consultant de vieilles cartes la nuit, traçant des routes alternatives d'un doigt ridé. « Le désert a changé depuis la dernière fois que je suis passé par ici », confia-t-il à Jean une nuit. « Là où il y avait autrefois une oasis, il n'y a plus que du sable. Là où il y avait un chemin sûr, il y a maintenant des territoires disputés par des tribus hostiles. 6 mois après le début du voyage, alors qu'ils auraient déjà dû arriver aux abords de la cité lointaine d'Orient, la caravane affronta sa plus sévère épreuve. Une tempête de sable surgit à l'horizon comme un mur jaune avançant sur eux. Il n'y eut pas assez de temps pour chercher abri. En quelques minutes, ils furent engloutis par le tourbillon furieux. Jean n'avait jamais vécu quelque chose d'aussi terrifiant. Le sable pénétrait partout, yeux, nez, bouche, vêtements, rendant impossible de voir à plus de quelques centimètres devant soi. Le rugissement du vent noyait toute tentative de communication. La caravane fut forcée de s'arrêter, les chameaux s'agenouillant la tête basse, les gens se groupant autour des charges, couvrant leur visage avec des tissus trempés pour pouvoir respirer. La tempête dura une nuit entière, une nuit qui semblait ne jamais finir. Quand finalement l'aube se leva et que les vents diminuèrent, révélant un ciel d'un bleu presque douloureux d'intensité, la caravane était partiellement ensevelie. Hommes et animaux émergèrent lentement du sable, comme des créatures naissant de la terre elle-même. Ce fut alors que la découverte dévastatrice se produisit. Pendant la confusion de la tempête, l'un des coffrets contenant les précieuses graines avait été endommagé. Le couvercle cassé avait permis au sable d'entrer, se mélangeant aux graines, et pire qu'une partie d'entre elles fut emportée par le vent et dispersée dans le désert. Ézéchiel, en voyant les dégâts, se transforma. Son visage, normalement contrôlé, se tordit en un masque de fureur. Avec un rugissement qui semblait venir des profondeurs de son être, il saisit Jean par le col. « C'était votre responsabilité. Vous auriez dû protéger la charge, » vociféra-t-il, des gouttes de salive atteignant le visage de Jean. « Savez-vous combien vaut ce qui a été perdu ? Plus que ce que vous gagneriez en 10 vies de travail. » Jean ne tenta pas de se défendre. Il était vrai qu'il était affecté à cette section de la caravane pendant la tempête, bien que personne ne put réellement être blâmé pour le chaos causé par la nature. Ce qui le surprit ne fut pas l'accusation, mais la transformation d'Ézéchiel. L'homme sage et juste se révélait maintenant capable d'une rage aveugle et irrationnelle lorsque ses intérêts étaient menacés. D'une dernière poussée qui, en voyageant titubant en arrière, Ézéchiel prononça sa sentence. « Vous êtes renvoyés. Prenez votre baluchon et votre gourde et allez-vous-en. Considérez-vous heureux que je n'exige pas de paiement pour ce qui a été perdu. » Les autres membres de la caravane observaient en silence, personne n'osant intercéder. En quelques minutes, Jean se vit seul dans le désert, avec seulement une petite portion d'eau, quelques dattes séchées, et les vêtements qu'il portait. La caravane s'éloigna rapidement, devenant d'abord une tache sombre, puis plus rien qu'un point à l'horizon, jusqu'à disparaître complètement. Pour la première fois depuis le début du voyage, Jean sentit le vrai poids de la solitude. Non seulement la solitude physique d'être abandonné dans le désert, mais la solitude spirituelle d'un homme qui a tout perdu, 2 fois. D'abord sa terre, et maintenant le fragile réseau de relations et de buts qu'il avait construit ces derniers mois. Debout, immobile sous le soleil implacable, Jean s'accorda un moment de désespoir absolu. De rares larmes coulèrent sur son visage, s'évaporant presque avant d'atteindre son menton. Il y avait une certaine absurdité dans sa situation. Sa disgrâce était si complète qu'elle frôlait le comique. Un rire amer s'échappa de ses lèvres gercées. Est-ce donc cela ? Est-ce là le grand plan divin pour ma vie ? Tout perdre, gagner une étincelle d'espérance, seulement pour la voir écrasée à nouveau. Il n'y eut aucune réponse, sinon le murmure du vent sur les dunes. Jean regarda autour de lui, essayant de s'orienter.
Sans boussole ni carte, sa seule référence était le soleil. Et même celui-ci, au zénith de midi, offrait peu d'aide pour déterminer la direction. Après un moment de délibération, il décida de suivre la direction qu'il croyait être le nord-est, là où la caravane se dirigeait. Peut-être, avec de la chance, pourrait-il atteindre un village avant que son eau ne s'épuise. Les 3 jours suivants furent un cauchemar de chaleur, de soif et d'hallucination. Jean rationna son eau rigoureusement, ne s'accordant que de petites gorgées quand la soif devenait insupportable. La nuit, il s'enterrait partiellement dans le sable pour absorber le peu d'humidité qu'il retenait, et pendant la journée, il marchait, seulement aux premières heures du matin et en fin d'après-midi, cherchant l'ombre quand il y en avait, pendant les heures les plus chaudes. Ses forces diminuaient d'heure en heure, ses lèvres se gercèrent jusqu'à saigner, sa langue gonfla, ses pensées devinrent confuses. Il commença à avoir des visions. Il croyait voir des lacs scintillants au loin, seulement pour découvrir plus de sable en s'approchant. Il parlait avec des gens qui n'étaient pas là, son père, son grand-père, Ézéchiel, les villageois du puits. Dans l'une de ses hallucinations, il vit son champ sur les rives du Rhône, non pas dévasté par l'inondation, mais verdoyant et abondant. Il se vit marchant parmi le blé mûr, les épis frôlant sa taille, le soleil couchant transformant tout en or liquide. C'était si réel, si vif, qu'il pouvait sentir le parfum de la terre fertile, entendre le murmure du vent dans les feuilles, sentir la texture des grains entre ses doigts. Pendant un instant, la vision sembla une cruauté, un rappel torturant de ce qu'il avait perdu. Mais graduellement, quelque chose changea dans sa perception. Ce n'était pas de la torture, c'était une promesse. Ce n'était pas le passé, c'était le futur. Au matin du 4e jour, quand l'eau était déjà épuisée et que Jean se traînait plus qu'il ne marchait, il trébucha sur une petite élévation de terrain et roula sur une pente douce. Quand il s'arrêta finalement, il se trouva à l'entrée d'une caverne naturelle, formée par l'érosion des roches. L'intérieur était relativement frais, et miraculeusement, une petite flaque d'eau s'était accumulée au fond, résultat de quelques pluies occasionnelles et de la condensation naturelle. Avec le peu de force qui lui restait, Jean atteignit l'eau et but avidement, sans se soucier de sa qualité. C'était de la vie liquide, et son corps déshydraté l'absorba comme la terre sèche absorbe les premières gouttes de pluie. Puis, épuisé au-delà de toute mesure, il tomba dans un sommeil profond sur le sol rocheux. Jean ne saurait dire combien de temps il dormit. Cela aurait pu être des heures ou des jours. Quand il ouvrit finalement les yeux, la première chose qu'il vit fut un visage barbu l'observant. La frayeur le fit s'asseoir brusquement, se cognant la tête contre la paroi rocheuse de la caverne. « Attention », dit l'étranger d'une voix basse et rauque, comme s'il n'était pas habitué à parler. « Vous êtes faible. » C'était un homme extrêmement âgé, avec une barbe blanche qui lui arrivait presque à la taille et des cheveux qui tombaient en mèches ébouriffées sur ses épaules. Sa peau, exposée sur les bras et la poitrine visible à travers sa tunique déchirée, était comme du cuir tanné par le soleil, marqué par d'anciennes cicatrices. Mais ce furent à ses yeux qui captèrent l'attention de Jean. D'un bleu si pâle qu'il semblait presque transparent et doté d'une intensité qui semblait pénétrer au-delà des apparences. « Qui êtes-vous » réussit à demander Jean, sa voix encore rauque par la déshydratation. Le vieil homme sourit, révélant des dents étonnamment bien conservées pour quelqu'un de son âge. Ici dans le désert, cette question a peu de sens. Qui je suis importe moins que ce que je suis. Et ce que je suis est simplement un homme qui a choisi la solitude pour mieux écouter. Ce n'était pas la réponse que Jean attendait, et sa confusion dut être évidente car le vieil homme rit doucement. Mon nom fut Nathanaël dans une autre vie. Maintenant, je suis juste le vieil homme de la caverne. Il offrit à Jean une écuelle en bois contenant un liquide sombre. Buvez, c'est une infusion d'herbe qui pousse dans les fissures des roches. Cela aidera votre corps à reprendre des forces. Jean but prudemment. Le liquide avait un goût amer mais non désagréable, et il sentit une énergie subtile se répandre dans ses membres, tandis que la boisson descendait par sa gorge. « Comment êtes-vous arrivé ici » demanda Nathanaël, s'asseyant sur une pierre plate voisine. Peu de gens trouvent cet endroit, même ceux qui le cherchent. Jean raconta son histoire.
L'inondation qui avait détruit sa propriété, la caravane, le village où ils avaient trouvé de l'eau, la tempête de sable, son expulsion et son voyage solitaire dans le désert. Le vieil homme écouta en silence, acquiesçant de temps à autre, ses yeux ne quittant jamais le visage de Jean. « Et maintenant, qu'avez-vous l'intention de faire ?» demanda-t-il quand Jean eut terminé son récit. La question prit Jean par surprise. Il avait survécu jour après jour sans vraiment penser à un plan à long terme. Je ne sais pas. Peut-être essayer d'atteindre la cité lointaine. Dorian, trouver du travail, recommencer. Nathanaël secoua lentement la tête. La cité lointaine d'Orient est à de nombreuses semaines de marche d'ici, à travers le pire tronçon du désert. Sans guide, sans provisions adéquates, ce serait un suicide. Le vieil homme se leva avec une agilité surprenante pour son âge apparent et fit signe à Jean de le suivre plus loin dans la caverne. À mesure qu'ils avançaient, le tunnel naturel s'élargissait, s'ouvrant sur une chambre spacieuse. Des faisceaux de lumière entraient par des ouvertures au plafond, illuminant ce qui semblait être une petite habitation improvisée. Un lit de paille couvert de couvertures tissées à la main, une table rudimentaire faite de troncs et de pierres, des étagères creusées dans la roche contenant écuelles, outils et parchemins. Dans un coin, un petit feu brûlait sous une ouverture naturelle qui servait de cheminée. « Ma demeure depuis 30 ans », expliqua Nathanaël d'un geste large. « Avant cela, j'étais comme vous. Je possédais des terres, des richesses, une position respectable, jusqu'à ce que je perde tout. Qu'est-il arrivé ?» demanda Jean, sincèrement intéressé. Les yeux du vieil homme devinrent lointains, comme s'il regardait un passé bien au-delà de la portée de Jean. Guerre, maladie, trahison, les outils habituels du destin quand il décide de bouleverser notre vie. Il marqua une pause, revenant au présent. Mais ce n'est pas perdre tout qui m'a amené ici. Ce fut ce que j'ai trouvé quand je n'avais plus rien. Et qu'avez-vous trouvé ? Moi-même, répondit Nathanaël simplement. Quand il n'y a plus de distraction, ni possession, ni obligation, ni attente, ce qui reste est l'essence. C'est douloureux cette rencontre. La plupart des gens passent toute leur vie à l'éviter. Mais c'est aussi libérateur. Quelque chose dans les mots de l'ermite résonna profondément en Jean. Pendant toute sa vie, il s'était défini par sa terre, par sa capacité à la cultiver, par le respect que cela lui apportait dans la communauté. Sans cela, qui était-il ? Dans les jours qui suivirent, pendant que Jean reprenait des forces, se développa entre lui et Nathanaël une relation particulière, quelque chose entre maître et disciple, entre père et fils, entre deux survivants qui partageaient une compréhension qui transcendait les mots. Le vieil homme lui enseignait à survivre dans le désert. Comment trouver de l'eau dans des endroits improbables, comment identifier les plantes comestibles qui poussaient entre les roches, comment lire les étoiles pour s'orienter. Plus importante, cependant, étaient les leçons qui n'impliquaient pas d'habileté pratique, mais de la compréhension. Au crépuscule, assis à l'entrée de la caverne observant le soleil teinter le désert de rouge et d'or, Nathanaël partageait des paraboles et des réflexions accumulées en des décennies de contemplation. « Voyez cette graine », dit-il, en l'une de ces occasions, montrant à Jean une minuscule graine qu'il avait cueillie sur une plante poussant dans une fissure rocheuse. Elle semble morte, n'est-ce pas? Sèche, dure, apparemment sans vie. Pourtant, elle contient en elle un code parfait, une mémoire d'arbre, une promesse de forêt future. Mais pour que cette promesse se réalise, la graine doit d'abord être enterrée dans l'obscurité. Elle doit se briser, se désintégrer. La mort de la graine est la naissance de l'arbre. Jean contempla la petite graine dans sa paume. « Vous dites que nous devons être brisés pour grandir ?» Le vieil homme sourit. « Je dis que, parfois, ce qui semble être notre destruction n'est que notre transformation. La chenille ne meurt pas, elle devient papillon. Le charbon sous une pression immense n'est pas écrasé, il se transforme en diamant. Mais la chenille doit d'abord se dissoudre à l'intérieur du cocon, et le charbon doit supporter le poids de la montagne. » Des mots comme ceux-ci, simples mais profonds, commencèrent à germer dans le cœur de Jean. Lentement, la douleur aiguë de ses pertes commença à se transformer en quelque chose de différent. Elle ne disparut pas, mais acquit un sens.
Ce n'était pas seulement une souffrance sans but, mais partie d'un processus plus vaste. Un mois après son arrivée à la caverne, un matin où l'air avait une clarté cristalline que seul le désert peut offrir, Nathanaël conduisit Jean vers une partie de la caverne qu'il ne lui avait pas encore montrée. C'était une petite chambre latérale, éclairée par une ouverture au plafond. Au centre, couvert par un tissu ancien et délavé, il y avait quelque chose qui ressemblait à un coffre. Le vieil homme retira le tissu avec révérence, révélant un coffret en bois sculpté, semblable à ceux que Jean avait vus dans la caravane. « Des graines », expliqua Nathanaël, ouvrant le coffret pour révéler de petits compartiments, chacun contenant un type différent de graines, les mêmes que votre caravane transportait. Ézéchiel n'est pas le premier à les commercialiser, ni ne sera le dernier. Jean regarda le vieil homme avec confusion. « Comment sont-elles arrivées jusqu'ici ? J'ai aussi été marchand, dans une autre vie, » répondit Nathanaël avec un sourire, énigmatique. « Et ces graines ont une histoire plus ancienne que n'importe lequel d'entre nous. Elles furent développées par un peuple qui habitait ce désert il y a des millénaires, avant qu'il ne devienne si aride. Ils prévoyaient les changements climatiques et créèrent des plantes qui pourraient survivre même dans les conditions les plus adverses. » De doigts délicats, le vieil homme retira une poignée de graines, petites, d'un brun rougeâtre, avec de minuscules stries à la surface. Celles-ci sont particulièrement remarquables. Elles peuvent rester dormantes pendant des décennies, attendant le bon moment. Quand elles trouvent enfin des conditions favorables, même si ce n'est qu'un peu d'humidité, elles germent avec une force qui semble impossible pour quelque chose d'aussi petit. Leurs racines peuvent pénétrer un sol compacté, atteindre l'eau à des profondeurs surprenantes, extraire des nutriments là où il n'existe apparemment rien. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était comme si le vieil homme décrivait non seulement des plantes, mais une métaphore pour la vie humaine, sa vie. 9 mois s'étaient écoulés depuis l'inondation qui avait détruit tout ce qu'il connaissait. 9 mois de dormance, d'obscurité, de mort apparente. Était-il comme ces graines, simplement en attente du bon moment pour germer à nouveau? « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demanda-t-il, sa voix peu plus qu'un murmure. Les yeux pâles de Nathanaël se fixèrent dans les siens. « Parce qu'il est temps pour vous de décider si vous continuerez d'être une graine endormie ou si vous vous permettrez de germer. Le temps que nous avons passé ensemble touche à sa fin. » Les mots frappèrent Jean comme un coup physique. « Vous êtes en train de mourir. » Le vieil homme rit, un son étonnamment jovial qui résonna dans les parois de la caverne. « Je suis en train de mourir depuis le jour de ma naissance, comme nous tous. Mais non, je ne suis pas sur le point de mourir. Ce qui touche à sa fin, c'est votre besoin de rester ici. Vous êtes venu à la caverne comme un homme brisé, presque mort. Maintenant, vous êtes guéri, non seulement dans le corps, mais aussi en esprit. Il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris. » Jean sentit un mélange d'émotions contradictoires, gratitude pour ce qu'il avait reçu, peur de l'inconnu, tristesse de la séparation imminente, et plus surprenant, encore, une attente croissante de ce qui allait suivre. Quand il était arrivé dans cette caverne, à moitié mort de soif et de désespoir, il ne pouvait imaginer qu'il en sortirait non seulement rétabli, mais transformé. « Où irais-je » demanda-t-il, se sentant soudain comme un enfant face à un monde trop grand. Nathanaël posa les mains sur les épaules de Jean, le regardant droit dans les yeux. « Vous connaissez déjà la réponse à cette question, mon fils. Depuis le moment où vous m'avez raconté votre histoire, il n'y avait qu'une seule destination possible pour vous. » Et Jean savait vraiment. Malgré tous les arguments rationnels, malgré le temps écoulé, malgré l'ampleur de la tâche qui l'attendait, il n'y avait qu'un seul endroit où son cœur l'appelait. « Je retournerai sur ma terre, » dit-il avec une conviction qui le surprit lui-même. « Je reconstruirai ce qui a été détruit. » Le sourire du vieil homme était comme le soleil se levant sur le désert. « Vous ne ferez pas que reconstruire, mais vous construirez quelque chose de plus grand et de meilleur qu'il n'existait auparavant. La tempête qui a détruit votre vie antérieure a ouvert l'espace pour une nouvelle création. » Cette nuit-là, tandis qu'ils se préparaient pour ce qui serait leur dernier repas ensemble, Nathanaël apporta à Jean un petit sac en cuir. « Un cadeau pour votre voyage, » dit-il, le lui tendant des 2 mains. Jean ouvrit le sac et haleta. À l'intérieur, il y avait des graines,
pas seulement quelques-unes, mais des centaines d'entre elles, de différents types, y compris les rares graines rouges que le vieil homme avait montrées. « Je ne peux pas accepter, » protesta-t-il. « Elles sont trop précieuses. » Nathanaël secoua la tête. « Les graines n'accomplissent pas leur dessein lorsqu'elles restent enfermées dans des coffrets. Elles ont besoin d'être plantées. Elles ont besoin de l'opportunité de devenir ce à quoi elles étaient destinées. Dans vos mains, elles accompliront leur destin. » Jean accepta le cadeau les larmes aux yeux. C'était plus qu'un sac de graines, c'était un gage de confiance, une bénédiction, un engagement envers l'avenir. Le lendemain matin, 1 an exact après l'inondation qui avait changé son destin, Jean partit. Il emportait avec lui non seulement des provisions physiques, eau, nourriture, les précieuses graines, mais aussi un trésor intangible de connaissances, de sagesse et d'espérance renouvelée. Nathanaël le guida jusqu'au sommet d'une dune qui offrait une vue dégagée sur le désert. « Suivez cette direction pendant 3 jours, » instruisit-il, pointant vers l'ouest. « Vous trouverez une petite oasis où les caravanes s'arrêtent pour se ravitailler. De là, vous pourrez trouver un transport jusqu'à la vallée du Rhône. » Les 2 hommes se regardèrent une dernière fois. Il n'y avait pas besoin de longs discours d'adieu. Tout ce qui devait être dit l'avait été au fil de leur conversation. D'une simple accolade, ils se séparèrent, le vieil homme retournant à sa caverne, le jeune homme avançant vers l'horizon. Le voyage de retour ne fut pas facile. Il y eut des jours où le soleil semblait déterminé à extraire chaque goutte d'humidité de son corps, des nuits où le froid mordant transformait le désert en un paysage étranger. Il y eut des moments de doute, de peur, de solitude. Mais différent de la première fois qu'il avait traversé ces terres, Jean portait maintenant en lui une boussole interne qui le guidait toujours vers le bon chemin. 2 mois plus tard, après s'être joint à différentes caravanes et avoir travaillé pour le transport, Jean aperçut finalement les eaux du Rhône scintillant au loin. Son cœur s'accéléra dans sa poitrine. Un mélange d'anticipation et d'appréhension dominant ses pensées. Comment serait sa terre? L'inondation aurait-elle laissé quelque chose qui pût être sauvé? Ou affronterait-il la tâche de reconstruire à partir de rien du tout? Quand il posa finalement de nouveau le pied sur sa propriété, 15 mois après être parti, Jean la reconnut à peine. L'eau s'était complètement retirée, laissant derrière elle un terrain transformé. Là où il y avait autrefois des champs ordonnés de blé et d'orge, poussait maintenant une végétation sauvage et désordonnée. L'endroit où se tenait sa maison était partiellement couvert de lianes et d'arbustes épineux. La nature, dans sa persistance indifférente, avait commencé à réclamer ce qu'elle considérait sien. Mais sous le chaos apparent, Jean perçut quelque chose que des yeux moins exercés auraient manqué, des signes d'une fertilité extraordinaire. L'inondation, tout en détruisant le travail de génération, avait déposé une nouvelle couche de sédiments riches en nutriments. Les plantes qui poussaient spontanément, certaines qu'il n'avait jamais vues auparavant, étaient vigoureuses, d'un vert intense qui parlait de sol sain. Jean passa les premiers jours à simplement observer, marchant sur chaque centimètre de sa terre, réapprenant ses contours, identifiant les zones où l'eau avait creusé de nouveaux canaux naturels, les endroits où le sol semblait particulièrement prometteur. Il ne se pressa pas de couper la végétation sauvage ou de marquer les limites. D'abord, il avait besoin de comprendre ce que la terre était devenue. Dans les semaines qui suivirent, commença le lent processus de reconstruction. Utilisant les connaissances qu'il avait acquises pendant son voyage, Jean ne tenta pas simplement de recréer ce qui existait auparavant, mais projeta quelque chose de nouveau. Utilisant le parchemin d'irrigation qu'il avait reçu dans le village du puits, il dessina des canaux qui suivaient les courbes naturelles du terrain. Appliquant les leçons de Nathanaël sur la plantation en conditions adverses, il identifia des microclimats au sein de la propriété où différentes cultures pourraient prospérer. Pour sa demeure, il choisit de ne pas reconstruire au même endroit, mais sur une petite élévation naturelle que l'inondation n'avait pas atteinte. Au lieu de la traditionnelle maison de pierre et de terre, il projeta une structure circulaire, partiellement enterrée dans le sol pour une meilleure isolation thermique, une leçon apprise dans le désert. Les voisins, qui venaient initialement, offrir de l'aide par pitié pour le pauvre Jean qui a tout perdu, commencèrent à observer avec une curiosité croissante ces méthodes non conventionnelles.
Quand il le voyait planter délibérément parmi les décombres sans les retirer, ou créer des tas de pierres qui semblaient ne servir qu'à occuper de l'espace précieux, beaucoup secouèrent la tête, convaincus que le temps passé loin avait altéré son jugement. Le malheur a changé le garçon, commentait-il entre eux. C'était un paysan si raisonnable avant. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que chaque décision apparemment étrange avait un but. Les gisets décombres, laissés stratégiquement à certains endroits, servaient de brise-vent naturel et de collecteurs d'humidité nocturne. Les tas de pierres, disposés en motifs spécifiques, créaient des microclimats pour les plantes plus sensibles et servirent d'habitat pour les petits animaux qui aidaient au contrôle des parasites. 6 mois après son retour, quand arriva le moment de planter les précieuses graines que Nathanaël lui avait données, Jean ne les dispersa pas indistinctement. Au lieu de cela, suivant les instructions du vieil homme, il les planta à des endroits spécifiques, des points où elles serviraient d'encre pour tout l'écosystème qu'il était en train de recréer. Certaines furent plantées près de l'eau, d'autres dans un sol plus sec, certaines en plein soleil, d'autres dans des zones partiellement ombragées par des arbres qui avaient survécu à l'inondation. La première récolte fut modeste, mais prometteuse. Les plantes développées à partir des graines du désert prouvèrent leur valeur. Elles poussaient vigoureusement même dans des zones où le sol était encore en convalescence, leurs racines profondes aidant à stabiliser les pentes et à prévenir l'érosion. Plus important encore, elles attirèrent des pollinisateurs qui bénéficiaient à toute la propriété. 1 an après son retour, ce qui avait commencé comme une expérience s'était transformé en une démonstration vivante d'une nouvelle forme d'agriculture. La terre de Jean ne ressemblait à aucune autre dans la région. Au lieu de champs uniformes d'une seule culture, elle avait des parcelles diversifiées, où différentes plantes poussaient en association symbiotique. Au lieu de lutter contre la nature, il travaillait avec elle, exploitant les modèles naturels, les cycles de nutriments et les relations entre espèces. La productivité par hectare était impressionnante, dans certains cas supérieure à ce qu'il obtenait avant l'inondation. Et le plus surprenant, sa propriété se montrait remarquablement résistante aux sécheresses et autres extrêmes climatiques. Alors que les voisins souffraient d'une sécheresse particulièrement sévère, ses plantes restaient vertes et productives, grâce au système de captation d'eau et au microclimat qu'il avait créé. Bientôt, les mêmes voisins qui avaient douté de ces méthodes commencèrent à venir poser des questions. Initialement prudents, puis de plus en plus intéressés, Jean partageait librement ses connaissances, expliquant non seulement le comment, mais le pourquoi de chaque technique. En peu de temps, une petite communauté d'apprentis se forma autour de lui. Hommes et femmes, jeunes et vieux, même des enfants, tous attirés par la vision tangible de l'abondance née de la désolation. 15 mois après son retour, Jean ne travaillait plus seul. Ce qui avait commencé comme une reconstruction personnelle s'était transformé en un mouvement communautaire. Des écoles d'agriculture durable surgirent sous sa guidance, diffusant non seulement des techniques, mais une nouvelle philosophie de relation avec la terre. Et ce fut à cette époque que le plus inattendu des visiteurs arriva. Ézéchiel, le marchand qu'il avait expulsé dans le désert. L'homme était visiblement vieilli, son visage plus sillonné qu'auparavant, son allure moins imposante. Quand Jean l'aperçut debout à l'entrée de sa propriété, hésitant et mal à l'aise, il sentit une brève pointe de vieux ressentiment, rapidement remplacée par une curiosité sereine. « Bienvenue sur ma terre », dit-il simplement, s'approchant la main tendue. Ézéchiel semblait déconcerté par l'accueil. « Vous avez tout le droit de me renvoyer », dit-il, ignorant la main tendue. « Je suis venu faire la paix, si possible. Le désert m'a appris l'humilité trop tard dans la vie. » Jean indiqua un banc rustique sous un olivier. « Venez, asseyez-vous. Partagez avec moi ce qui vous amène ici. » Assis à l'ombre, avec une jarre de vin entre eux, Ézéchiel raconta son histoire. Après la tempête dans le désert, la caravane était finalement arrivée à la cité lointaine d'Orient. Mais les graines endommagées représentèrent une grande perte financière. Cela ne fut que le début d'une série d'infortunes. Les routes commerciales devinrent dangereuses à cause des conflits tribaux. Des partenaires d'affaires trahirent à sa confiance et finalement, déjà d'un âge avancé, il tomba gravement malade. « Pendant cette maladie, délirant de fièvre, j'ai vu votre visage.
confessa Ézéchiel. Pas comme le jeune homme que j'ai abandonné dans le désert, mais tel qu'il est maintenant, serein, épanoui. Dans la vision, vous me pardonnâtes. Quand j'ai recouvré la santé, j'ai su que je devais vous trouver, découvrir si la vision pouvait devenir réalité. Jean sourit. Il n'y a rien à pardonner, vieil ami. Votre action, bien que motivée par la colère, fut le catalyseur de mon véritable voyage. Si vous ne m'aviez pas renvoyé, je n'aurais jamais trouvé Nathanaël dans la caverne. Je n'aurais jamais appris ses leçons. Je ne serais jamais revenu pour transformer ma disgrâce en bénédiction. Ézéchiel regarda Jean avec stupéfaction. « Nathanaël! Vous avez trouvé Nathanaël ?» Jean acquiesça, surpris par la réaction. « Vous le connaissez. » Un rire rauque s'échappa du marchand. Tout marchand de graines rares entend parler de l'ermite qui connaît leurs secrets. Les plus profonds, très peu le trouvent. Moins encore gagne sa confiance. Il étudia Jean avec un nouveau respect. Maintenant, je comprends comment vous avez transformé cet endroit en ce jardin dont j'entends tout. Le monde parlait. Avant de partir, Ézéchiel posa une dernière question. Si vous pouviez revenir en arrière, empêcher l'inondation de tout détruire, le feriez-vous? Jean contempla la question pendant un long moment, regardant autour, de lui sa terre, non pas comme elle avait été, mais comme elle était devenue. Il vit les champs divers et vibrants, les systèmes d'eau fonctionnant en harmonie avec le terrain naturel, les gens apprenant et partageant leurs connaissances. Il vit non seulement une ferme prospère, mais un nouveau mode de vie croissant, à partir des ruines de l'ancien. « Non », répondit-il finalement, « la tempête ne fut pas mon ennemi, mais ma maîtresse. Parfois, nous devons tout perdre pour découvrir qui nous sommes vraiment. J'ai été jeté dans la boue pour apprendre que, même au plus bas, il est possible de trouver des semences de renouveau. » Ézéchiel acquiesça, les larmes aux yeux. Quand ils se dirent au revoir, le vieux marchand semblait avoir laissé, derrière lui, un fardeau invisible qu'il avait porté longtemps. Des années passèrent. Ce qui avait commencé comme un projet de reconstruction personnelle se transforma en un centre d'apprentissage qui attirait des visiteurs de terres lointaines. La ferme des graines éveillées, comme elle devint connue, devint un symbole de résilience et d'innovation. Jean, maintenant un homme mûr avec des fils argentés dans la barbe, n'était plus seulement un paysan, mais un professeur, un guide, un exemple vivant de transformation. Les nuits de pleine lune, quand le ciel étoilé évoquait des souvenirs, de son temps dans le désert, Jean s'asseyait souvent seul au bord du fleuve, contemplant le chemin parcouru. Il se souvenait de l'homme désespéré qui s'était autrefois agenouillé dans la boue, maudissant son destin. Il souriait avec compassion à cette version plus jeune de lui-même, souhaitant pouvoir lui dire que ce qui semblait être la fin n'était que le début. Parfois, quand de nouveaux élèves arrivaient avec des histoires de pertes personnelles, récoltes ratées, terres érodées, rêves brisés, Jean partageait sa propre histoire, non comme une recette à suivre, mais comme un rappel que les semences de renouveau se cachent souvent dans le sol de la désolation, attendant juste le bon moment pour germer. « J'ai été jeté dans la boue », disait-il, non comme une punition, mais comme une préparation. Non pour définir ma fin, mais pour révéler mon commencement. Et peut-être est-ce le but le plus profond de nos pertes les plus douloureuses. Ouvrir l'espace pour une renaissance que notre imagination, limitée, n'aurait jamais pu concevoir.